Bonjour, merci d'abord de nous avoir permis de vous présenter cette thématique autour du foie et de la Mickey avec donc, mon collègue le Dr Charlie. Donc quelques brefs rappels autour de la prise en charge des perturbations chroniques des tests hépatiques. Cette diapositive a surtout pour but de rappeler que, quel que soit le contexte clinique, il faut rester systématique devant des perturbations chroniques des tests hépatiques. Donc on recherche toujours un syndrome métabolique, les virus qui peuvent être en cause, l'auto-immunité et on réalise une échographie hépatique. Soit le diagnostic est évident et on passe à l'évaluation de la sévérité pour la suite de la prise en charge, soit le diagnostic est non évident ou alors on est dans un cas de cholestase inexpliquée et il faut alors réaliser une IRM hépatique et une bili-IRM. Soit on retrouve donc des stigmates d'auto-immunité et on se dirige vers la ponction biopsie hépatique, ce qui sera aussi le cas dans un contexte d'IRM hépatique normale avec reste du bilan normal pour éliminer une hépatite auto-immune séronégative. Ensuite, si on est dans le cadre d'une hépatite médicamenteuse, il faudra la grader et discuter l'arrêt du traitement. Enfin, si l'IRM hépatique a retrouvé des sténoses ou des dilatations, on est dans un contexte de cholangite et il s'agit soit d'une cholangite sclérosante primitive, soit d'une cholangite à IgG4. Merci. On va s'attarder sur deux pathologies principales. En premier, ce sera Mickey et la cholangite sclérosante. Il faut y penser, on va voir pourquoi, et est-ce que ça concerne seulement nos patients présentant une rectocolite hémorragique. Des petites données au niveau épidémiaux sur les cholangites sclérosantes primitives associées au Mickey. On voit qu'il y a un gradient nord-sud et plus dans les pays occidentaux qu'en Asie. C'est une étude qui est sortie en 2021. C'était une méta-analyse qui comprend donc, plus de 700 000 patients. Donc, c'est une méta-analyse qui est très informative sur la prévalence donc, de la cholangite sclérosante. On peut voir, si on prend l'ensemble des Mickey, on est à peu près à 2% de cholangite sclérosante. Si on les répartit, on voit que ça touche plus effectivement la rectocolite hémorragique que la maladie de Crohn. Parmi les patients qui ont une rectocolite hémorragique, on voit que c'est surtout les patients qui ont une pancolite qui vont être concernés, jusqu'à 5%. On voit que pour ceux qui ont une atteinte colique gauche, ça tombe à moins de 1% et on n'a pas de cas chez les patients qui ont qu'une atteinte rectale seule. Chez les patients qui ont une maladie de Crohn, on voit qu'effectivement, il faut penser à la cholangite sclérosante. Les patients qui vont avoir une maladie de Crohn avec une atteinte colique seule, on arrive à 7% de cholangite sclérosante. Pareil, chez les patients qui ont une atteinte iléocolique, le risque est nettement moindre à partir du moment où on a une atteinte iléale seule ou la prévalence est nulle chez les patients qui ont une atteinte jéjuno-gastrique. Enfin, mais ça on le savait déjà, ça touche plus les hommes que les femmes. Quand y penser, c'est devant la cholestase chronique. La cholestase, c'est pas simplement c'est pas les gamma-GT qui sont augmentés, c'est surtout les phosphatases alcalines qu'il faut regarder. Et donc dans nos bilans, il faut que les phosphatases alcalines apparaissent à chaque fois et pas seulement les gamma-GT et les transaminases. Attention, les phosphatases alcalines peuvent être normales au début du diagnostic, donc n'élimine pas le diagnostic, il faut continuer à les surveiller. La cytolyse est souvent inférieure à 5 fois la normale, donc attention, si vous avez un patient qui a une cholangite sclérosante avec une cytolyse supérieure à 5 fois la normale, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une angiocolite avant récente, donc poser des questions sur le plan clinique. Et puis attention à l'hépatite auto-immune associée. Il faut regarder les IgG chez ces patients et notamment chez les patients jeunes qui vont développer un overlap syndrome de façon plus fréquente que chez les patients plus âgés. Donc devant une cholestase chronique, il faut penser à doser les IgG4 également. Il faut faire une bili-IRM, c'est ça qui va nous permettre de faire le diagnostic de la cholangite sclérosante. La biopsie hépatique n'est pas faite de façon systématique. Il faut faire la biopsie, se pose la question de la biopsie hépatique dans deux cas. En cas d'absence d'éléments évidents sur l'IRM, il peut s'agir en fait d'une cholangite sclérosante des petits canaux, et à ce moment-là, ce sera la biopsie qui fera le diagnostic. Et puis en cas de suspicion de syndrome de chevauchement, notamment chez les patients jeunes, comme je vous l'ai dit. Les recommandations pour la prise en charge, je les ai réparties de deux façons. La première façon, j'ai ma casquette de gastro-entérologue. Je connais tout sur les Mickey, j'ai pas de souci. À quoi il faut que je pense sur la partie hépatique? Donc il y a des recommandations qui sont résumées ici. Il faut que je pense à faire une élastométrie, un fibroscan au début du diagnostic et de façon annuelle.
Pourquoi? Parce qu'on sait que l'augmentation de la valeur de l'élasticité va augmenter, va avoir un repronostic. Plus ma valeur augmente chaque année, plus il y a des risques de complications de ma cholangite sclérosante. L'IRM, elle est annuelle. Tous les ans, il faut que mon patient ait une IRM. Bien évidemment, si j'ai une évolution cirrhotique, je repasse à une évaluation semestrielle. Il y a plus de recommandations pour faire des dosages de marqueurs tumoraux de façon systématique. Pas de geste endoscopique biliaire sans avis collégial. Ça, c'est important. On ne va pas se précipiter. Il faut qu'il se passe en RCP. Il faut l'avis des hépatologues. Il faut l'avis des transplanteurs également. Et la transplantation hépatique, il faut l'avoir en tête. Ce sera certainement le seul traitement que je pourrais proposer à mon patient si jamais il se complique. J'avais ma casquette de gastro-entérologue. Je reprends ma casquette d'hépatologue. La partie cholangite sclérosante, ça ne me pose pas de soucis. Quels sont les messages importants qu'il faut que je retienne pour la partie Mickey? Donc j'ai des recommandations qui sont résumées ici. Je vais faire une iléocoloscopie au diagnostic avec des biopsies iléales et coliques à chaque segment. Et si jamais je n'ai pas de Mickey associé, je pense bien à refaire cet examen-là tous les 5 ans, même après une transplantation hépatique. La Mickey peut apparaître après la transplantation hépatique. Si jamais j'ai effectivement une Mickey lors de mes biopsies ou lors de mes endoscopies, je fais des coloscopies, des biopsies annuelles, donc tous les ans, avec 32 biopsies, 4 biopsies sur 8 segments. La colectomie, elle sera discutée si jamais j'ai une dysplasie de haut grade ou une néoplasie évidemment, ou une activité inflammatoire et symptomatique malgré un traitement optimal. La dysplasie de bas grade sur plusieurs segments ou récidivant sur plusieurs examens. Et le but du traitement, c'est la guérison histologique. Donc ces patients-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les passer en RCP Mickey, parce que notre but, c'est vraiment d'avoir une guérison histologique, donc il faut optimiser au maximum les traitements pour la Mickey. Pourquoi tout ça? Parce que le risque principal, c'est le cancer. Le cancer hépatique avec le cholangiocarcinome, 30 à 40% des cholangiocarcinomes sont découverts la première année de découverte de la CSP. Attention, la cholécystectomie, elle est recommandée chez les patients qui ont des polypes de plus de 8 mm. Je pense que la cholécystectomie, chez ces patients qui peuvent être fragiles, il faut que ce soit fait par un chirurgien hépatique qui a l'habitude pour éviter les complications. Et donc pas de CA19-9 de façon systématique à faire. Pour le cancer colique, effectivement, la CSP va augmenter le risque de cancer colique, surtout au niveau du côlon droit. Et l'utilisation des 5-ASA qui a été discutée et qui diminuerait le risque d'apparition du cancer colique. Les traitements, la cholangite sclérosante, c'est essentiellement la UDC. Chez nous, en France, c'est discuté dans d'autres pays. On ne dépasse pas les 20 mg kg. On évite les doses plus élevées car il a été discuté comme quoi ça augmenterait le risque d'hypertension portale chez nos patients ayant une cholangite sclérosante. Le traitement sera la transplantation hépatique. Et attention, la Mickey peut apparaître après la transplantation hépatique. Il faut continuer à les surveiller sur le plan endoscopique, ces patients-là. Pour ce qui est de la Mickey, les traitements classiques de la Mickey, il n'y a pas d'effet des traitements de la Mickey sur la cholangite sclérosante. On le reverra après chez nos patients qui sont cirrhotiques. La colectomie est à discuter, mais attention, chez ces patients-là, il y a des risques de varices sur la stomie qui sont très compliqués à gérer une fois que ça saigne, et puis des risques de pochite également sur les anastomoses iléoanales qu'il faudra prendre en charge. C'était pour la partie cholangite sclérosante. La deuxième pathologie, c'est difficile de vous faire un topo des pathos sans vous parler de stéatose et de Mafaldi. Et effectivement, est-ce que les Mickey, ça a un impact sur la Mafaldi? C'est une étude espagnole qui a pris 2 grandes cohortes, une cohorte de patients Mickey et une cohorte de patients qui avait été utilisée pour faire de la prévalence pour étudier la prévalence de l'hépatite C notamment, donc plus de la population générale. C'est le flowchart, je passe rapidement. Juste dans les patients Mickey, on avait 800 patients qui étaient inclus. Dans la cohorte de patients population générale, on en avait 1700. Donc pareil, c'est des études où il y a quand même beaucoup de patients pour pouvoir avoir des données fiables. Ça, c'est le résultat. On voit en haut, c'est les patients Mickey, et en bas, c'est la population générale. On voit qu'on retrouve donc la Mafaldi dans 42% des patients ayant une Mickey, contre 32% dans la population générale. Donc on avait plus de patients ayant une Mafaldi. Parmi les facteurs de risque de développer une Mafaldi, si on prend l'ensemble des 2 populations, vous voyez que le fait d'avoir une Mickey a augmenté le risque avec un autre ratio à 2. Et en ce qui concerne le risque de fibrose avancée, eh ben, la Mickey était aussi un facteur de risque. Si on regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'autre. Ouais. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, avec donc, le facteur de risque Mickey qui est important, c'est l'un des facteurs de risque les plus importants. Si jamais je regarde les facteurs de risque dans la population ayant une Mickey, dans cette population-là, on s'aperçoit que tout en bas à gauche, c'est le fait d'avoir des complications
de mamie qui augmente le risque d'avoir une malfoldie. Et qu'est-ce qui va faire que mes patients vont faire une fibrose? Et bien, dans ce groupe-là, on voit que c'est le fait d'avoir une maladie de Crohn qui augmente le risque d'avoir une fibrose, et le fait d'avoir des complications de mamie qui augmentent le risque d'avoir une fibrose hépatique. Donc ces patients-là, nos patients Mickey, il faut les surveiller sur le plan hépatique aussi et sur la malfoldie, parce qu'ils vont développer de la fibrose et certainement des cirrhoses par la suite. On va maintenant parler des atteintes hépatiques sous traitement habituellement utilisées dans les Mickey. Donc, tout d'abord, les atteintes hépatiques sous infliximab. Donc, je vais m'appuyer sur une revue de la littérature qui a été faite essentiellement par des rhumatologues qui utilisent aussi beaucoup les anti-TNF et qui ont donc analysé 3069 articles, dont des essais randomisés contrôlés. Au sein de ces essais randomisés contrôlés, il y avait une élévation des alates chez 3,6% à 34% des patients et des azates un peu moindres, mais on sait qu'ils sont moins spécifiques du foie. Ils ont calculé le risque relatif, qui était de 2,03, d'avoir une élévation plus importante des alates sous infliximab versus placebo, et ce résultat était statistiquement significatif. Ensuite, ils ont regardé les cas cliniques de la littérature et ils ont retrouvé 26 cas d'hépatite non virale. Au sein de ces hépatites non virales sous infliximab, il y avait 18 cas d'hépatite auto-immune, 6 cas d'élévation isolée des transaminases, 1 cas d'hépatite toxique aiguë et 1 cas de cholestase. En ce qui concerne les hépatites auto-immunes, 17 se sont améliorées spontanément suite à l'arrêt du traitement, 11 ont nécessité un traitement par corticothérapie et 10 sur 11 ont répondu à la corticothérapie. En revanche, un patient sur 18 a quand même nécessité une transplantation. Ils se sont ensuite penchés sur les cas de patients porteurs d'une hépatite B chronique, donc des patients qui ont été mis sous anti-TNF et donc il y avait 21 cas, 9 avaient été traités par traitement antiviral et 0 avaient réactivé le virus B sous traitement. En revanche, il y avait 12 cas de patients qui n'avaient pas été mis sous traitement antiviral. Après une durée de traitement qui allait de 1 perfusion à 3 ans, il y a eu 11 réactivations virales, dont 2 décès et 1 transplantation. Donc au total, il y a quand même 3 types d'atteintes sous infliximab, l'élévation isolée des transaminases, l'hépatite auto-immune dont on va parler par la suite, et la réactivation virale B. Ces types d'atteintes sont potentiellement graves et peuvent survenir après plusieurs années de traitement. Et donc les recommandations sont de dépister l'hépatite B avant la mise sous infliximab et de surveiller régulièrement les transaminases tout au long du traitement et pas uniquement au début. Donc, je vais vous présenter un cas d'hépatite auto-immune-like induite par l'infliximab qui est assez typique. Donc, il s'agit d'une patiente de 25 ans qui est suivie pour une maladie de Crohn sous infliximab. Au cours du suivi, on retrouve une perturbation du bilan hépatique à type de cytolyse et de cholestase avec une bilirubine normale et on réalise un bilan auto-humain qui s'avère être négatif, hormis la présence d'anticorps antinucléaires à 1 sur 200. Il n'y a pas d'hypergamma-globulinémie associée. On biopsie cette patiente et on retrouve une hépatite d'interface avec une nécrose périportale et un infiltrat lymphoplasmocytaire ainsi qu'une discrète fibrose portale. Donc on a les caractéristiques habituelles de l'hépatite auto-immune avec la présence des anticorps antinucléaires, l'absence d'autres causes évidentes, type syndrome métabolique ou virus, et la l'histologie qui est vraiment typique. En revanche, ce qui diffère, c'est le bilan auto-immun négatif avec les anticorps antitissus qui sont négatifs dans l'hépatite auto-immune induite par infliximab et il n'y a pas non plus d'hypergamma-globulinémie associée. Cette pathologie peut survenir dans un délai de 2 jours à 10 ans de traitement et il faut arrêter l'infliximab dans cette situation. La plupart du temps, comme on l'a vu précédemment, c'est spontanément résolutif, mais on peut céder de la corticothérapie si besoin. À noter qu'il n'y a pas de réaction croisée a priori avec les autres anti-TNF et donc les rhumatologues, eux par exemple, ont plusieurs cas où ils ont réintroduit un autre anti-TNF sans complication par la suite. On passe maintenant à l'hépatotoxicité des thiopurines qui concerne 1 à 3% des patients qui ont été exposés aux thiopurines. La plupart du temps, il s'agit d'une augmentation asymptomatique des enzymes hépatiques de type cytolytique ou cholestatique. C'est rapidement réversible à l'arrêt ou à la diminution du traitement et les recommandations sont d'effectuer un bilan hépatique avant la mise sous traitement pour avoir un bilan à baseline, puis tous les mois pendant les 3 premiers mois, puis tous les 3 mois, sachant que ces perturbations surviennent souvent après 6 mois d'exposition. Il peut également y avoir sous thiopurine une atteinte de l'endothélium vasculaire de type dilatation sinusoïdale, péliose, voire maladie veno-occlusive et de façon plus tardive une hyperplasie nodulaire régénérative. Les facteurs de risque sont le sexe masculin et la résection intestinale étendue. Et donc il faut surveiller les plaquettes chez les patients sous thiopurine pour apercevoir les premiers signes d'hypertension portale avec plus tard le développement de varices œsophagiennes et splénomégalie. Le fibroscan est normal dans l'hypertension portale non cirrhotique pour rappel.
On passe maintenant à l'hépatotoxicité du méthotrexate. Donc, je vais m'appuyer sur une étude qui est parue l'année dernière dans JHepatol, qui a recruté 1024 patients qui ont été répartis en deux groupes, un groupe exposé au méthotrexate et un groupe non exposé au méthotrexate. C'est des patients essentiellement atteints de PR et de psoriasis entre 2014 et 2021. Ils avaient eu au moins 6 mois de traitement pour le groupe méthotrexate. Ils avaient exclu les autres hépatopathies virales, alcool et métaboliques. Et l'évaluation de la fibrose au sein de ces cohortes était non invasive. Les résultats retrouvent donc une élasticité médiane dans le groupe méthotrexate de 4,9 kPa et ceci était de manière statistique inférieure au groupe non méthotrexate puisque l'élasticité dans le groupe non méthotrexate était de 5,3 kPa. C'est pareil pour les patients qui ont été étiquetés comme cirrhotiques. Donc, ils ont pris un cut-off d'élastométrie de 11,5 kPa. Et on voit qu'il y a moins de cirrhose dans le groupe méthotrexate, 5,5%, versus dans le groupe non méthotrexate, 11,6%, et ce, de manière statistiquement significative. En fait, le méthotrexate a été considéré pendant très nombreuses années comme une cause de stéatose macrovésiculaire médicamenteuse, mais il s'agissait d'études anciennes qui méconnaissaient l'hépatite C et la MASH. Et de plus en plus d'études montrent que la dose cumulée et la durée du traitement par métaux n'a pas de valeur prédictive pour l'apparition d'une fibrose. Dans la MASH, en revanche, il y a une possible aggravation des lésions hépatiques et de la progression de la maladie hépatique après l'utilisation du méthotrexate au long cours. Et donc, les recommandations sont de dépister une MASH avant la mise sous traitement par méthotrexate et dans ce cas, de surveiller de manière mensuelle initiale puis trimestrielle, la numération de formules sanguines, la fonction hépatique et le score FIB4 pour ne pas méconnaître une maladie hépatique sous-jacente qui pourrait progresser plus rapidement. On va maintenant discuter du risque de réactivation virale B sous immunosuppresseurs. Donc, les patients vont être classés en 4 groupes à haut risque. Donc, c'est le rituximab. Le risque élevé, c'est la corticothérapie, plus de 20 mg par jour et les JAK inhibiteurs. Le risque modéré, c'est les anti-TNF et le risque faible, c'est les thiopurines et le méthotrexate. Avant mise sous une immunosuppresseur, il faut toujours faire un antigène HBS. Soit l'antigène HBS est positif et dans ce cas, que l'ADN viral B soit positif ou négatif, il y a une indication de traitement par entecavir ou tenofovir. Ce traitement doit être débuté 2 semaines avant l'initiation du traitement immunosuppresseur et doit perdurer jusqu'à 12 mois après son arrêt. Si l'antigène HBS est négatif en revanche et qu'on a également la présence d'anticorps anti-HBS, donc une hépatite B résolue, il y a comme seule indication de traitement la mise sous rituximab parce qu'en fait, même avec la présence d'anticorps anti-HBS, il peut y avoir une réactivation sous rituximab. En revanche, si on est devant la présence d'anticorps anti-HBC isolés, on réalise une PCR-B. Soit la PCR-B est positive, on est dans un cas d'hépatite B occulte, et dans ce cas-là, il faut traiter également par entecavir ou tenofovir. Soit la PCR est négative, et dans ce cas-là, du risque faible à élevé, on peut se permettre de surveiller la PCR régulièrement avec les ALAT tous les 1 à 3 mois. Et s'il y a une réactivation, on traite par un traitement préemptif. En ce qui concerne les JAK inhibiteurs, il y a une adaptation à réaliser en fonction de la cirrhose. Donc, si la cirrhose est Child A, il n'y a pas d'adaptation de posologie, quel que soit le JAK inhibiteur utilisé dans la MICI. Si on est devant une cirrhose Child B et qu'on a un patient qui est sous tofacitinib, il faut diminuer par 2 la dose. Donc, s'il était sous 5 mg x 2, il faut passer à 5 mg par jour. Et s'il était sous 10 mg x 2, il faut passer à 5 x 2 par jour. Il n'y a pas d'autres, en ce qui concerne les autres JAK, il n'y a pas de modification de posologie, même pour les Child B. Et ce traitement est non recommandé chez les patients cirrhotiques Child C, car il n'y a pas assez d'études concernant les patients avec insuffisance hépatique sévère. Voici nos take-home messages. Donc les messages, c'est ne pas oublier la coloscopie annuelle chez les patients qui présentent une CSP associée à une MICI. Prendre en charge la Mafaldi qui progresse plus vite chez les patients atteints de MICI très certainement. Les atteintes hépatiques sont fréquentes sous infliximab et il faut surveiller le bilan hépatique de manière régulière et tout au long du traitement. Il faut évaluer la fibrose par des tests non invasifs systématiques avant la mise sous méthotrexate et il faut adapter la posologie des JAK inhibiteurs dans la cirrhose. Je vous remercie. Écoutez, merci à vous pour cet exposé à la fois complet, précis et concis, puisque nous avons 8 minutes pour les discussions, pour les questions éventuelles. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Corinne ?
Donc merci, c'était très complet, très intéressant. J'ai juste une petite question sur les anti-TNF et les hépatites auto-immunes induites, parce que du coup j'ai eu un cas. Et en fait, il faut faire la biopsie, parce que les anticorps sont négatifs, les gamma-globulines ne sont pas augmentées. Comment on fait le diagnostic ? Alors, en fait, on élimine donc toutes les autres causes d'élévation comme on a vu habituellement. Après, si on a des stigmates d'auto-immunité avec les anticorps antinucléaires et le fait qu'on n'ait pas d'autres causes, il faut quand même aller à la biopsie si ces patients-là sous anti-TNF. Ouais. Si les perturbations perdurent sous anti-TNF, il faut les biopsier avant de conclure à une élévation isolée des transaminases. On est obligé d'aller à la biopsie. Moi, je peux faire une remarque sur une hépatite auto-immune que j'ai eue sous infliximab. Il y a 6 ans, c'est juste un retour d'expérience. On n'avait pas grand-chose, on a fait la biopsie, c'était positif. Ça n'a pas régressé spontanément. J'ai mis la cortisone, et je crois dans la littérature, on peut mettre la cortisone sur plusieurs mois, sur maximum 1 an, et on n'a pas recours, et ça s'est guéri comme ça. Et on a fait un switch par de l'Humira, et ça s'est bien passé. Donc le switch par une autre biothérapie, c'est possible, et ça marche. C'est concernant la surveillance colique pour les patients qui ont une cholangite. Alors quand ils ont une vraie cholangite avec des grosses lésions, ça pose pas de souci, mais je trouve que parfois nos radiologues ils disent, quand il y a un bilan un peu perturbé, petite lésion minime des voies biliaires périphériques, cholangite à discuter. Est-ce que dans ce cas-là, vous faites une colo annuelle, ou vous faites tous les 5 ans, ou vous faites entre les deux ? Parce que je trouve qu'on n'est pas très à l'aise pour les vrais cholangites. Moi, il n'y a pas de souci pour la colo annuelle, mais pour ces patients un peu intermédiaires, comment vous faites ? Effectivement, l'IRM, parfois c'est compliqué, il faut déjà trouver le radiologue qui sache bien lire la bili-IRM. Après, si jamais j'ai une cholestase, un patient qui a une Miki, j'ai une cholestase avec le phosphatase augmenté, et même si j'ai que des petites lésions sur l'IRM, c'est pas très clair, pour moi, ça reste une cholangite sclérosante, j'aurais tendance à faire la coloscopie annuelle en fait. Ouais. Parfois, il y a des patients qui ont des bilans qui se perturbent un peu, et qui reviennent à la normale après. Ouais. Ça peut être le cas aussi des cholangites sclérosantes, des petits canaux. C'est-à-dire non visibles en IRM. Alors, il faut savoir que ces cholangites sclérosantes, surtout sur des Crohn, sont moins agressives sur le plan hépatique et sont moins souvent associées à des adénocarcinomes coliques. Alors, dans ces cas-là, les recommandations sont assez difficiles pour le rythme des coloscopies. Les publications disent 2 ans, d'autres 5 ans. Donc, ne pas oublier aussi la cholangite sclérosante de petits canaux qui ne soit pas par définition en IRM. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Bertrand ? Une question qui m'intrigue parce que je ne suis pas très endoscopiste, moi, mais quand tu fais 30 biopsies sur ta coloscopie, là, combien de fois tu as trouvé dans ta carrière, qui est déjà longue, combien de fois tu as trouvé de la dysplasie ? Alors, pour le moment, 0, mais j'en ai pas des masses. Hein. Ça me rassure. Ouais. Non mais, en toute franchise, je ne faisais pas les 32 biopsies en fait. Et en relisant le topo, effectivement, je me suis dit, ah oui, je manque un peu de biopsies. Je ne fais pas tous les segments exactement. Mais la prochaine, c'est sûr que... Mais c'est exactement la double angoisse qu'on a dans cette pathologie à la CSP, puisqu'on fait donc pour les CSP des gros canaux, on fait des IRM annuels, on sait très bien qu'on peut très bien avoir un cancer qui apparaît, c'est très très difficile de le voir, c'est surtout finalement la même équipe sur le même appareil qui va avoir une évolution des images par rapport à l'année d'avant, mais souvent on a du retard. Le risque de faire un cholangiocarcinome sur une CSP, c'est 20% pour un patient. Donc 1 sur 5. Et la deuxième angoisse, donc outre le cholangiocarcinome qu'on peut rater, c'est ce que dit Bertrand. Quand on a des colites actives, on fait des biopsies, mais souvent on est surpris par le cancer qui viendra l'année d'après et qu'on n'avait absolument pas vu l'année d'avant parce qu'il était invisible. Merci beaucoup. On a un petit peu d'avance. Il y a une dernière question ? Juste une question. Un patient sans pathologie hépatique de base, sous méthotrexate, on fait une surveillance élastométrique ou c'est pas la peine ? Oui, l'élastométrie, ça c'est bon. Ça c'est le versant complication cirrhose de la... Alors l'élastométrie dans la cholangite sclérosante, c'est un peu compliqué parce que par définition, une cholangite sclérosante... Non, sur méthotrexate. Un patient sans pathologie hépatique de base, oui. sous méthotrexate, est-ce qu'on fait une surveillance Je ne sais pas ce que vous... Question. Alors, tu feras... Enfin, moi, je vais te donner ce que je pense. Je pense que tu ferais une élastométrie de base. Et comme il te l'a expliqué, le méthotrexate, ça a fait peur à beaucoup d'hépatologues et à des médecins pendant plusieurs années. Mais en fait, il est hépatotoxique uniquement dans des contextes de comorbidité. Et en fait,
il pose pas trop de problèmes, le méthotrexate. Je passe votre retour d'expérience. Donc en fait, moi je le fais au départ, et puis s'il n'y a pas de comorbidité et que l'élasticité est normale, j'en resterai là, j'aurai pas de surveillance systématique. Voilà. Dans le cas inverse, oui, et à ce moment-là, je crois qu'il n'y a aucune recommandation, mais peut-être ça peut se faire une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Ça, c'est une donnée qui est bien acquise depuis 2 ans. Effectivement, le méthotrexate, on a eu peur pendant des décennies. Et donc, c'est ce qu'il y a. S'il n'y a pas de comorbidité, ben, il n'est pas. Et tu surveilles comment, si tu proposes, s'il y a des comorbidités, tu fais tous les ans, tous les 2 ans? Il n'y a rien écrit. Il n'y a rien écrit. Tu as tous les ans. On reçoit beaucoup de patients de dermato, rhumato, et on ne sait pas quoi. Il ne se passe pas grand-chose. Non. Maintenant, avec le nombre de NASH qu'on a dans la population. Mais le méthotrexate revient à la mode avec la maladie de Crohn. On continue à le prescrire alors qu'il n'a pas la MM. Donc il faut rester vigilant quand même. Voilà.